J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6 du règlement. La parole est à Mme Catherine Vautrin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, mes chers collègues, ce texte, Monsieur le Ministre, intervient à un moment particulièrement important puisque nous venons de battre malheureusement un triste record. Pour la première fois depuis 30 ans, le pouvoir d'achat de nos concitoyens baisse en moyenne de 0,9 % et compte tenu de la croissance de la population, le pouvoir d'achat individuel se replie de 1,5 %. C'est la deuxième plus forte baisse depuis les années 50, bien sûr, au siècle dernier. Cette situation, nous le savons tous, a plusieurs causes. La crise que nous connaissons, qui frappe durement toutes les strates de la société, les entreprises comme les ménages, mais aussi, il faut le dire, les choix faits par votre majorité. Les entreprises font ce douloureux constat, 12 taxes nouvelles en 12 mois, dont certaines ont un effet immédiat sur la consommation et le pouvoir d'achat. La fiscalisation des heures supplémentaires qui a entraîné pour plus de 8 millions de salariés la perte en moyenne de 500 € par an. L'augmentation de la fiscalité, je prends un exemple, la fiscalité sur la bière, 160 %, qui a touché tous les acteurs au 1er janvier 2013. C'est une consommation des prix en moyenne de 14 % en supermarché et nous le savons tous, même au comptoir, c'est 7 centimes d'augmentation du demi. Là aussi, ça compte. Et puis, demain, vous envisagez finalement de vous attaquer à ceux dont le pouvoir d'achat n'est pas toujours aussi élevé qu'on veut bien l'entendre. Je parle bien évidemment du pouvoir d'achat des retraités. Et j'oubliais évidemment les dispositifs du printemps censés relancer la compétitivité qui, à ce jour, n'ont pas encore fait leurs preuves, dont le financement reste incertain. J'ai bien sûr nommé le CICE. Bref, dans un contexte qui, loin de favoriser le développement du commerce, qui génère de nombreuses difficultés, les chiffres sont clairs. Le taux d'effort, c'est-à-dire le rapport entre le loyer et les charges sur le chiffre d'affaires des commerçants, a augmenté. Il représente aujourd'hui presque jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires. Alors évidemment, c'est de la marge en moins, donc de la consommation pour quelque part pour le commerçant, mais c'est aussi quelquefois une hausse sur les prix. Et là, c'est le consommateur qui, évidemment, est touché. Et puis, on peut également parler d'un autre sujet. Les loyers commerciaux, la ministre du Commerce était engagée à réfléchir à rendre l'indice des loyers commerciaux obligatoire. À ce jour, tel sera, nous attendons toujours. Alors, Monsieur le Ministre, c'est dire si votre projet de loi était attendu non seulement par les professionnels, mais je vais vous faire une confidence, il est aussi attendu par les parlementaires. Après avoir consacré quasi la totalité de la session ordinaire, en siégeant, ceci dit en passant, du lundi au vendredi, nous avons vu des tas de textes très déconnectés de la réalité et nous espérions, Monsieur le Ministre, qu'avec votre texte, nous allions enfin parler économie, consommation et pourquoi pas relancer l'initiative économique. C'est dire si vraiment c'est un plaisir que d'être là et d'étudier ce texte. Malheureusement, force est de constater que la déception est à la hauteur de nos attentes. Vous nous proposez un texte bavard, 75 articles, dont plus de 73, dont plus de la moitié créent de nouvelles sanctions pour les entreprises. Un texte peu normatif, mais j'y reviendrai. Mal nommé, vous l'appelez consommation, mais il ne va pas faciliter la consommation. Au contraire, il va complexifier, alourdir les procédures et, loin de lutter contre les formes de déséquilibre dans les relations commerciales, il renforce la suspicion, la méfiance. Il continue à générer de l'impôt papier qui pourtant nous coûte, comme le dit l'OCDE, déjà près de 4 à 5 points de PIB. Eh bien, à la sortie, avec ce texte, je pense que nous aurons encore alourdi la facture. Alors, Monsieur le Ministre, une première question toute simple. Où est donc le choc de simplification promis par votre majorité, promis par le gouvernement? Au moment où les entreprises demandent de l'air, des assouplissements, des allègements de charges et où le consommateur est de plus en plus réduit à faire des arbitrages, au moment où le consommateur attend avec impatience de retrouver un peu de pouvoir d'achat, vous n'apportez malheureusement aucune réponse concrète. Et, fidèle à la stratégie d'opacité qui va finir par caractériser le gouvernement, vous ne nous avez même pas remis l'avis du Conseil d'État. Et certaines des dispositions de votre texte peuvent parfois aboutir à l'inverse de l'objectif recherché. Je vais y revenir.
tout de suite en abordant le chapitre 1er, les actions de groupe. Alors chacun dans cet hémicycle, et j'imagine encore plus à ma gauche qu'à ma droite, vous vous souvenez des promesses du candidat Hollande qui déclarait, je cite, « Face à la puissance des groupes industriels, financiers ou commerciaux, notamment en matière de consommation, d'environnement, de santé publique, de concurrence ou de construction, eh bien, l'action de groupe devait renforcer les droits des citoyens. » Eh bien, quand je prends cette énumération, le moins qu'on en puisse dire, Monsieur le Président Brottes, j'ai pris la citation in extenso. Vous remarquez, vous qui êtes un fin observateur de la vie politique, que malheureusement le compte n'y est pas. La version que vous nous proposez est une version très allégée, si je suis gentille, un reniement, si je suis un peu plus incisive. Et ce n'est pas parce que le droit de la consommation est l'un des premiers domaines dans lequel le besoin d'une action collective se fait sentir, je vous l'accorde, Monsieur le Ministre, que l'on doit forcément l'y enfermer, surtout si le résultat est une action de groupe inefficace, voire inopérante, qui, dans ses modalités, contrevient à la liberté fondamentale d'association et de libre choix de son conseil. Vous avez souhaité réserver aux associations de consommateurs un monopole pour l'exercice de l'action de groupe pour, dites-vous, éviter la dérive jurisprudentielle américaine. On l'a tout à l'heure entendu du ministre de l'Économie et des Finances. Mais en réalité, les juristes sont unanimes. Notre droit, le Code de procédure civile, ne permet pas cette dérive. Contrairement aux États-Unis, nous n'avons dans le domaine ni jury populaire, ni dommages punitifs, ni encore de quota litis dans nos entreprises. Votre majorité ne fait-elle pas assez confiance à la compétence de notre système judiciaire et à l'expertise de ses acteurs pour finalement présenter un projet aussi peu ambitieux? Par ailleurs, l'obligation d'adhésion à ces associations n'est-elle pas une atteinte au principe de liberté d'association? Nous proposerons qu'une possibilité soit ouverte aux consommateurs de librement se constituer en association afin de défendre leurs intérêts par le biais notamment du conseil de leur choix. Dans votre système, seules quelques juridictions clairement identifiées auront une compétence spécifique dans ce domaine. Si on peut entendre que le droit de la consommation et de la concurrence nécessite le développement de juridictions spécialisées en raison de la spécificité des sujets, l'impact de cette idée est limité car, quelque part, Monsieur le Ministre, vous n'allez pas au bout de la démarche, dès lors que vous avez autorisé la saisine de plusieurs tribunaux par différentes associations. Vous allez générer une situation potentiellement contraire à l'intérêt des consommateurs. Je m'explique. Supposons que 3 associations saisissent 3 TGI, au hasard Bordeaux, Marseille et Reims. À Bordeaux et à Marseille, les parties renoncent à interjeter appel. À Marseille, un appel est formé et finalement l'association gagne. Cette décision, d'après votre texte, pourra bénéficier à tous les consommateurs, se faisant connaître après la décision d'appel de Marseille. Elle favorise donc les consommateurs dormants. Mais les entreprises n'auront pas la possibilité de déterminer l'impact de la procédure, puisque certains arriveront après. Et les consommateurs qui ont décidé de renoncer à faire appel, eux, ne pourront pas bénéficier de l'indemnisation. Voilà clairement l'une des limites de votre texte que nous allons pointer tout au long de nos débats. Le choix ou l'absence de choix fait pour organiser la procédure d'indemnisation fait planer des doutes quant à l'efficacité de cette procédure. Là aussi, une limite au monopole des associations de consommateurs, car elles n'ont probablement pas les moyens ni humains ni financiers de pouvoir assumer la charge de cette phase de la procédure. Alors, à quoi bon une action de groupe si le consommateur, finalement, ne pourra pas recevoir d'indemnisation, ou si l'association décide de ne pas poursuivre, car elle estime que le rapport charge par rapport à l'indemnisation potentielle trop faible? Voilà autant de questions sur lesquelles nous n'avons pas de réponse. Une autre mesure phare de votre texte, dites-vous, est celle concernant la mise en place d'un fichier positif. Texte qui arrive juste par amendement du gouvernement, sans, je le répète, que nous n'ayons à connaître les remarques du Conseil d'État. Votre majorité ne souhaite pas communiquer cet avis. Peut-être est-ce pour ne pas donner à l'opposition la confirmation des craintes qui sont les nôtres. Par ailleurs, à l'instauration d'un fichier positif au registre national des crédits par voie d'amendement, il ne nous a pas été donné la possibilité de bénéficier d'une étude d'impact. Dès lors, de nombreuses questions restent sans réponse. Quel va être le coût de l'instauration de ce fichier? Qui va le payer? Quelle procédure de contrôle de l'utilisation des données va être mise en place? Par ailleurs, force est de constater que dans les pays où ce type de fichier existe, il n'a pas fait preuve de sa capacité à prévenir le surendettement. Prenons l'exemple de la Belgique voisine. Les dossiers de surendettement ont augmenté de 70% dans les années qui ont suivi la création d'une centrale des crédits aux particuliers.
Force est de constater que la copie que vous nous proposez prévoit l'instauration d'un fichier peu efficace. Il ne liste pas l'ensemble des crédits. Ne seront concernés que les crédits à la consommation et non pas l'ensemble des crédits immobiliers. Donc, lors de la souscription d'un crédit à la consommation, le prêteur ne saura pas quel est l'état exact de la situation de la personne qui va emprunter. En ce qui concerne la mise à jour des données, elle ne sera faite qu'une fois par mois. En d'autres termes, cela n'empêche aucunement un consommateur de contracter le même jour plusieurs crédits à la consommation. Selon la Banque de France, dans 9 cas sur 10, la cause du surendettement n'est pas liée à un recours excessif au crédit, mais à une baisse de revenus provoquée par un accident de la vie, le chômage, le divorce, des problèmes de santé. Dans le cadre de l'établissement de mesures concrètes au bénéfice des consommateurs, la majorité aurait pu être inspirée de prévoir une véritable politique d'éducation au crédit. Et là-dessus, nous partageons l'objectif de faire de la lutte contre le surendettement une priorité. Là-dessus, il y avait une première approche avec la loi Lagarde de 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Vous aviez sur ces bancs voté contre à l'époque. Elle a pourtant apporté quelques avancées saluées par l'ensemble des acteurs. Après 2 ans d'application, il aurait sans doute été judicieux de faire un bilan, pas de bilan, et peut-être à ce moment-là de faire évoluer les dispositifs. Mais dans le prolongement d'une démarche peut-être démagogique, vous avez préféré la création d'un dispositif probablement coûteux, tellement coûteux que vous n'en communiquez pas le prix, plutôt que l'amélioration d'un système efficace mis en place par l'ancienne majorité. Dommage pour les consommateurs. Alors, il y a pour autant quelques domaines sur lesquels nous pouvons nous retrouver, et je dirais même quelques domaines sur lesquels nous sommes heureux, fort immodestement, d'avoir peut-être un peu inspiré votre majorité. Alors, de manière très concrète, nous proposons d'améliorer l'information des consommateurs en matière de transport aérien. Lorsqu'il renonce à un vol et que le titre de transport n'est plus valable, c'est-à-dire qu'il ne voyagera pas, le transporteur aérien a l'obligation d'informer le passager qu'il peut bénéficier du remboursement des taxes et redevances individualisées attachées au billet, ce qui ne se passe quasi jamais. Il semble que le gouvernement ait entendu notre remarque et nous attendons donc avec beaucoup d'impatience de voir la majorité voter de façon unanime cette disposition. Dans le domaine des assurances, la reprise par le rapporteur, via un amendement adopté par la majorité d'une proposition que j'avais déposée en janvier, cosignée par plus d'une centaine de collègues, est également un sujet qui nous interpelle. L'amendement du rapporteur est un premier pas vers l'adoption d'un principe, à mon sens, absolument fondamental, la liberté de choix des consommateurs du professionnel avec lequel ils s'engagent. Ça semble du bon sens, c'est un élément auquel nous étions très attachés et je pense que depuis de nombreuses années, les assurances et les mutuelles développent des réseaux de professionnels agréés vers lesquels elles dirigent de façon très autoritaire les consommateurs. L'impact négatif de ce type de pratique est immédiat sur les commerces de proximité, notamment dans les territoires ruraux, dans lesquels nous avons tous recueilli des témoignages de citoyens où, par exemple, en matière de garagistes, on demande de faire réparer les dommages à leur véhicule chez un garagiste, quelquefois à 30 ou 40 kilomètres, tout cela parce qu'il est agréé, alors qu'un garagiste existe à quelques kilomètres et que souvent la voiture en question est entretenue par ce garagiste voisin. Pour cela, les assurances et les mutuelles, évidemment, rivalisent d'arguments commerciaux, d'avances de frais et autres véhicules de remplacement. Cette pratique entretient une forme de concurrence déloyale entre les acteurs, à la faveur des garagistes indépendants et quelque part à la défaveur également de l'aménagement du territoire. L'amendement que nous présenterons ira plus loin que celui que le rapporteur a adopté en commission et nous espérons que vous nous suivrez sur ce sujet qui permet de couvrir l'ensemble des situations concernées, que nous parlions garagistes, que nous parlions opticiens, autant de domaines dans lesquels le consommateur a besoin d'être accompagné. Votre texte, Monsieur le ministre, prévoit également l'introduction de la possibilité de résiliation infra-annuelle pour les contrats d'assurance. Alors, sur le principe, renforcer la concurrence entre les organismes d'assurance au profit d'une meilleure offre pour les consommateurs est un objectif qui nous semble tout à fait cohérent avec une volonté de renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs. Mais, là encore, nous sommes devant une disposition qui nous interpelle et qui laisse planer de nombreuses incertitudes, notamment
en ce qui concerne les attestations de responsabilité civile ou de multirisque habitation. Vous le savez, nous le savons tous, ce type d'attestation est une attestation annuelle et on en a besoin dans de nombreux actes de la vie courante, qu'il s'agisse de la pratique du sport, qu'il s'agisse de location d'un appartement, qu'il s'agisse de l'inscription de nos enfants à l'école. On nous demande systématiquement des attestations annuelles de responsabilité civile. Quelles garanties pourront être apportées quant à leur validité pour l'année avec un système de résiliation infra-annuel? Comment garantir que cette attestation est toujours valable? Sera-t-il obligatoire de fournir une attestation mensuelle? Quand votre texte demande à un assuré de fournir une attestation nouvelle de MRH ou de MRA, il convient de préciser, je m'excuse du détail mais il a son importance, que l'attestation, ça n'est pas une simple note de couverture, parce que la note de couverture n'a une validité de 4 semaines, alors que ce qu'il faudra produire, c'est clairement l'attestation d'une nouvelle garantie annuelle, faute de quoi vous prenez le risque réel de voir des consommateurs être sans couverture. Je pense qu'il y a suffisamment d'automobilistes qui roulent sans assurance, c'est probablement pas la peine d'en rajouter. Par ailleurs, une conséquence... Monsieur Brottes, écoutez, allons jusqu'au bout si vous le voulez bien. Pardonnez-moi, je ne préside pas. Par ailleurs, une conséquence pernicieuse existe dans ce système dont nous n'avons pas forcément mesuré les conséquences économiques. Il y a de nombreux sites comparateurs d'assurance qui permettent aux consommateurs de rechercher l'offre qui pourrait le mieux leur convenir. Et demain, avec ce système de résiliation infra-annuelle, le grand gagnant de cette situation, Monsieur le ministre, et je suis certaine que ce n'est pas ce que vous voulez, risque d'être Google. D'ailleurs, le marché allemand de l'assurance auto s'apprête à voir apparaître après l'été un comparateur supplémentaire à côté des 5 principaux existants, et pas n'importe lequel. Il s'agit du comparateur de Google en assurance auto. Le moteur de recherche profitera de la période des renouvellements des contrats pour s'afficher en bonne place, combinant sa technologie à son expérience de comparateur. Une telle pratique, acquise en Grande-Bretagne au cours des 2 dernières années, où 120 assureurs, soit 30 à 40 % du marché britannique, sont enregistrés sur le comparateur Google. À défaut de garantir une couverture d'assurance au meilleur prix, vous offrez sur un plateau une possibilité pour une entreprise étrangère de venir prendre un leadership et écraser les entreprises françaises qui existent déjà sur ce secteur. Et ce phénomène de big data est d'autant plus dangereux que derrière les assurances en ligne se cachent souvent des postes très souvent développés hors les frontières, pour ne pas dire de l'autre côté de la Méditerranée, avec là un double danger, un système d'assurance inégalitaire et surtout la perte de nombreux emplois sur le territoire national qui mérite d'être pris en compte. Le consommateur aurait gagné à ce que vous vous penchiez sur les conditions de résiliation infra-annuelle qui existent déjà, notamment depuis l'adoption de la LME et leur respect dans la pratique. Un renversement de la charge de la preuve de la modification du risque lors de la mise en œuvre d'une telle résiliation dans les cas prévus aurait été bien plus avantageux pour les consommateurs. Nous vous proposerons par voie d'amendement une solution intermédiaire qui permet de rallonger les possibilités de résiliation des contrats afin de préserver l'annualité des risques, de garantir la validité des attestations d'assurance annuelles et de renforcer la capacité pour les consommateurs de changer d'assurance sans pour autant que le vainqueur ne s'appelle Google. Aider le consommateur, c'est aussi, dans un autre domaine, l'informer sur sa consommation en matière d'énergie. Et là-dessus, Monsieur le ministre, je souhaitais vous interroger sur 2 domaines. Où en est le gouvernement sur l'implantation des compteurs dits intelligents? Gaspard semble avancer. En revanche, Linky connaît, semble-t-il, beaucoup plus de difficultés. C'est particulièrement dommage pour le pouvoir d'achat des consommateurs, surtout cette année où le climat génère une consommation pour le moins extrêmement importante en matière de chauffage. Enfin, votre texte prévoit de nouvelles règles dans les relations commerciales. Lorsque nous avons remis avec Jean Gobert le rapport sur l'application de la loi de modernisation de l'économie en 2011, nous avions rappelé que le seul constat sur l'ensemble des acteurs partageait était de ne pas rouvrir la LME. Vous avez décidé un autre chemin, sans pour autant mesurer tous les impacts que la plupart de ces dispositions auront sur les acteurs du secteur, et notamment les plus vulnérables, les PME et les TPE. C'est d'ailleurs un constat général que je voudrais faire sur ce chapitre 5, où finalement il est frappant de remarquer, et c'est le cas de le dire en matière de commerce,
que tous les acteurs sont logés à la même enseigne. Grands groupes, PME, TPE, intégrés, indépendants, circuits courts, amalgame, tout le monde est mis ensemble. Vous faites ici preuve d'un excès d'égalitarisme totalement contre-productif, voire dangereux lorsqu'il s'applique à la réalité du monde économique. C'est particulièrement flagrant dans la définition du taux des amendes ou par l'obligation du compte-rendu associé à la clause de renégociation. Une chose est certaine avec ce texte, les juristes ont de l'avenir. En matière de consommation, ils sont probablement les grands gagnants de votre texte. Le chapitre 5 définit clairement l'orientation de l'objectif poursuivi. Sur les 73 articles du texte, plus de 50% des dispositions, majoritairement dans ce chapitre, créent des sanctions ou bien renforcent le pouvoir de contrôle de l'administration sur les entreprises. Mais il n'existe aucune disposition qui renforce les garanties procédurales ou même le principe du contradictoire, principe pourtant fondateur de notre système juridique. Avec ces nouvelles dispositions, l'administration va pouvoir condamner une entreprise à une amende pouvant aller jusqu'à 350 000 € et réclamer le paiement. L'entreprise pourra contester cette amende et engager un recours, mais vous ne prévoyez pas que ce recours soit suspensif. Finalement, avec vous, c'est comme au poker, il faut payer pour voir, mais au poker, nous ne sommes malheureusement pas dans un jeu, nous sommes dans la réalité du monde économique. Payer 350 000 €, un certain nombre d'entreprises ne pourront pas se le permettre, surtout pour démontrer dans le recours qu'elle était dans son bon droit. C'est juste prendre le risque de tuer l'entreprise, de tuer des emplois et de rompre avec une dynamique de croissance. Votre texte renforce les pouvoirs de l'administration, mais contrairement à ce que nous préconisions dans le rapport de 2011, vous ne renforcez pas les moyens de l'administration. Il en va de même avec les taux prévus pour les amendes pénales. Vous prévoyez 10% du chiffre d'affaires, sans autre précision. Mais quel chiffre d'affaires? Celui de l'établissement? Celui du groupe? Le chiffre d'affaires national? Le chiffre d'affaires mondial? Aucune explication là-dessus, monsieur le rapporteur. Tous ces éléments confirment que nous sommes dans une politique d'affichage qui risque d'avoir des conséquences graves sur le bon déroulement des relations commerciales. D'ailleurs, votre rapporteur dit, page 422 du rapport, « Autant le dire, peut-être pour le regretter, le projet de loi n'innove pas en ce qui concerne les conditions générales de vente. » J'ai cité Madame Leloc. Votre texte n'apporte pas les moyens que vous prétendez. Pas de renforcement du pouvoir d'achat, mais vous renforcez la défiance des acteurs entre eux. Pas de relance des investissements, mais vous faites planer le risque de sanctions colossales sans donner les moyens aux entreprises de faire valoir leurs droits. Je prendrai 2 exemples. À l'article 62, vous prévoyez une clause de renégociation en raison de l'impact de la volatilité des prix des matières premières. Une clause comme celle-ci doit pouvoir répondre à des critères objectifs, neutres, identifiables, pour permettre son application sans contestation. Mais votre disposition est loin de cet impératif de cohérence et d'efficacité. Vous écrivez, je cite, « Lorsque les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires », fin de citation, cette clause peut intervenir afin de renégocier. Cette renégociation tend, je cite toujours, à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement de la réduction des coûts de production. Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, au secours, comment pouvez-vous accepter des concepts aussi flous? Vous qui, hier, dans l'opposition, étiez le chantre des le chantre des termes. Le chantre, j'ai bien dit le chantre des textes normatifs. Qu'avez-vous fait, Monsieur le Président, de vos principes? Qu'est-ce qu'un prix significativement affecté? Quels sont les critères? Sur combien de temps l'observation du prix va-t-elle être effectuée? Qu'est-ce qu'une répartition équitable? Entre qui? Quelles garanties sont proposées pour que l'agriculteur puisse lui aussi être assuré de bénéficier de cette clause? Par ailleurs, en gage de garantie pour le bon respect de cette renégociation, vous imposez la rédaction d'un compte-rendu. Comment voulez-vous qu'une PME puisse mettre en œuvre cette obligation, sachant qu'elle doit le faire sous peine d'une amende de 350 000 €? Comment peut-elle avoir les moyens d'embaucher un juriste pour réaliser ce compte-rendu je ne les sous-estime pas, j'essaie juste d'être concrète, c'est notre grande différence, sans répercuter son coût sur les prix, donc sur le consommateur? Un autre exemple, vous prévoyez une sanction pour le non-respect des délais de paiement. Mesure
de la LME, l'instauration de nouvelles règles en matière de délai de paiement a permis de réduire ces délais. Mais la perte de trésorerie pour les entreprises est encore évaluée à 11 milliards en moyenne. Il est donc nécessaire de renforcer ce processus et vous avez choisi le moyen de la sanction. Pourtant, dans la réalité de la vie des entreprises, les raisons qui expliquent les retards de paiement nécessitent parfois une prise en charge et un accompagnement de l'entreprise plutôt qu'immédiatement une sanction. C'est notamment le cas dans le secteur du bâtiment, où souvent, avant de pouvoir payer ses fournisseurs, l'entreprise doit avoir reçu le paiement du donneur d'ordre, qui ne respecte pas non plus les délais de paiement. Trop souvent, c'est d'ailleurs l'État, le mauvais payeur, et là-dessus, le changement n'est pas maintenant, car nombreuses sont encore les entreprises qui, aujourd'hui, se plaignent des retards de paiement de l'État. Dans un autre texte que votre gouvernement nous a présenté il y a quelques jours, vous imposez de nouvelles règles en matière de délai de paiement dans le secteur du bâtiment, dispositions différentes de celles contenues dans ce texte. Ben oui, on aimerait bien que vous ayez fait le tri, monsieur le rapporteur, ça nous éviterait d'y revenir. Quand on connaît les sommes en jeu, les entreprises apprécieraient qu'à défaut de revenir sur le sujet, l'État parle au moins de la même voix et qu'on sache à quel dispositif il faut se référer. Est-ce que c'est l'article 8 du FLO ou est-ce que c'est l'article 62 amont? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse sur le sujet. Alors nous proposions également, en complément, une solution qui nous paraissait intéressante, qui était de faire intervenir en amont la médiation des relations interentreprises. Faciliter la saisine du médiateur de la situation avant toute sanction permettait de résoudre des cas de non-respect de délai de paiement grâce à une solution qui a fait ses preuves. Refuser la mise en place d'un tel système renforcerait notre sentiment que vous ne cherchez pas l'efficacité de la mesure, mais l'affichage. Face à l'ensemble de ces éléments, des incohérences soulevées, des imprécisions, des lourdeurs pointées, face à la nécessité de reprendre le débat sur le fichier positif avec à l'appui l'avis du Conseil d'État, face à l'impératif de voir certaines dispositions réécrites afin de garantir leur caractère normatif, face à l'inéquité des sanctions prévues contre les entreprises et l'impact négatif qu'elles auront sur elles, nous demandons le renvoi en commission. Merci, Madame